Le programme de la liste écoexistant fait débat sur la partie financement. Donc nous allons vous apporter des éclairages et nous espérons qu'ils seront ce que vous attendez. En termes de dépenses de fonctionnement, nous avons deux projets importants. C'est celui de donner une subvention au conseil de quartier afin qu'ils puissent déposer des projets et être indépendants dans leur gestion. Nous estimons cette dépense autour de 200 000 € chaque année. Et nous avons aussi projeté de donner une subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale, donc de passer la subvention de 60 000 à 120 000 €. Ces dépenses seront équilibrées en recettes avec l'apport des nouvelles recettes de taxes foncières et de droits de mutation que les nouveaux habitants qui arrivent sur leur avoir chaque année devront payer. Il y aura ainsi équilibre entre recettes et dépenses de fonctionnement chaque année. La liste écoexistant a fait une estimation de ses dépenses d'investissement à hauteur de 8 millions d'euros. Elle a dans ses projets les engagements en cours, elle les confirmera, notamment le terrain de rugby pour 2 300 000 €, la médiathèque autour de 1 300 000 € et le projet de l'éclairage public, diminution de la consommation, pour 1 300 000 €. Ces projets seront maintenus et nous le confirmons aujourd'hui. Pour le reste, nous avons envisagé d'investir dans la diminution de la consommation énergétique des bâtiments. Il y a actuellement, depuis cette année, le plan climat-air-énergie territorial qui offrira aux collectivités des possibilités de subvention. Et cela va dans le sens de ce que nous voulons proposer et donc nous ferons des dossiers pour ces investissements. Ensuite, nous prévoyons 2 millions d'euros pour la négociation avec la Société d'aménagement de la Savoie afin que la densité de la ZAC Valmar puisse diminuer. C'est le montant maximum, je pense, de la négociation que nous pouvons prévoir. Évidemment, dans la négociation, nous mettrons tout en œuvre pour que la commune n'ait pas à investir sur ce sujet. Alors, les chiffres de la dette. C'est vrai qu'il y a eu des chiffres un peu différents, suivant les moments, suivant les candidats pendant cette campagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est difficile d'avoir un chiffre de la dette qui est irréfutable et personne ne peut en discuter, surtout quand il s'agit de la dette par habitant. Par exemple, on pourrait prendre la dette du 1er janvier 2020, mais cette dette-là a elle-même des complications. Il y a eu un prêt de très court terme qui a été fait par exemple de 1 million d'euros, donc est-ce qu'on neutralise ou pas ce prêt qui est remboursé dans les mois qui suivent, ce qui augmente la dette quand même de 1 million, et donc qui fait passer la dette par habitant de 1130 à 1020 € à peu près. Donc voilà, rien que ce chiffre-là, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on prend la date du 1er janvier 2019, qui est moins récent, mais qui permet aussi d'être moins sujet à des polémiques, parce que pas dans une année électorale, etc. Est-ce qu'on prend la date à l'instant T, maintenant où en sont les comptes de la commune, sachant qu'il faut bien se souvenir quand même qu'une année budgétaire dans une commune, ça se compte vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Enfin voilà. Donc nous, on ne pense pas qu'il y a des candidats qui trafiquent des chiffres, qui essayent de donner des fausses informations, ou qui ne savent pas compter. On pense surtout qu'on peut se baser sur différents points pour parler de la dette. Ce qu'il faut retenir, parce que c'est quand même ça qui est le plus important, c'est que la dette par habitant de la Ravoire, elle est dans la moyenne haute des villes en France qui ont à peu près la même population, mais avec des perspectives plutôt bonnes, parce que en pleine expansion, donc si la population augmente, la dette par habitant diminue mécaniquement, même s'il reste beaucoup d'infrastructures à financer qui devront peut-être passer par un endettement supplémentaire, comme les terrains de rugby, la rénovation de la médiathèque, etc. Alors la dette, c'est vrai que c'est un sujet assez anxiogène. Il faut dédramatiser, mais il faut faire quand même très attention à maîtriser sa dette. Ce qui compte, c'est combien elle nous coûte par an. Moi, je trouve pas ça absurde de s'endetter même 15 ans, 20 ans pour une infrastructure qui va durer 40 ans ou 50 ans et qui sera utilisée après par nos enfants. Il faut savoir que là, la dette, tout ce qu'on a remboursé, ce sera remboursé en 2038. Mais avec
autour des années 2030 déjà une chute très importante de l'annuité, ce qu'on doit rembourser en une année. Alors, quand on parle du remboursement de la dette par nos enfants, il faut savoir quelque chose, c'est que nous, là, actuellement, on rembourse la dette qu'on a contractée il y a 15 ans. Nos enfants, dans 15 ans, ils rembourseront la dette qu'on fait actuellement. Mais ils ne feront pas que rembourser la dette, ils profiteront aussi de toutes les infrastructures que nous avons mises en place. Quand on s'endette pour des investissements, pour des infrastructures qui sont utiles à la population, c'est une bonne dette, on va dire. C'est quelque chose qui va apporter du bénéfice. Il faut savoir que la différence entre une commune et un individu, moi par exemple, c'est que moi je vais devoir solder mes comptes. Le banquier, avant que je meure tout simplement, il va vouloir que j'ai remboursé ma dette, parce qu'après, il sera trop tard. Donc oui, à un moment où je vais devoir être à zéro. Une commune, c'est pas le cas. Une commune, elle peut rester endettée, c'est pas très grave. Tout ce qui compte, du coup, c'est pourquoi elle s'endette et combien ça coûte par an d'avoir un tel endettement. Quand une ville décide d'investir, elle a différentes façons de se financer. Elle peut compter sur ses fonds propres, donc c'est quand les recettes vont dépasser les dépenses chaque année, ça fait un surplus qu'on peut après mettre dans des investissements, donc notamment peut-être en augmentant les impôts, qui pourraient permettre d'avoir plus de fonds après pour un financement. Alors à voir, ça c'est difficile, parce que l'impôt foncier, le seul dont on a encore la main, est déjà très haut. Donc ça c'est sûr qu'on ne peut pas augmenter, et personne à mon avis a envie de le faire, la taxe foncière. On peut aussi s'endetter, donc, mais on peut aussi vendre du foncier. Et alors moi ça me fait beaucoup plus peur par contre, parce qu'on a tendance à faire croire aux habitants que quand on vend du foncier, c'est transparent pour eux. Vous inquiétez pas, on le finance, on a vendu ce terrain, alors que c'est faux. C'est faux. Quand on vend du foncier, c'est un terrain qu'on n'a plus. Là, quand on voit que c'est difficile de trouver un petit bout de terre pour remettre un compost, on se rend compte qu'on a peut-être un petit peu un problème. En plus, actuellement, les taux d'intérêt sont bas, le foncier a tendance en Savoie à augmenter, donc même économiquement, on peut se dire qu'il vaut mieux peut-être s'endetter à des taux très bas plutôt que de vendre du foncier qui pourrait augmenter. Et enfin, d'un point de vue démocratique, une fois qu'on n'a plus de foncier, c'est pas terrible. Nos enfants, par exemple, ils ne pourront plus faire des projets sur un terrain public s'il n'y a plus de terrain public. Donc voilà, ne pas vendre du foncier, c'est aussi laisser le choix aux futurs habitants de ce qu'ils veulent faire de leur avoir. Donc c'est pourquoi, à Ecoexistons, nous décidons de préserver le foncier, de garder une dette saine, qui reste à des niveaux complètement acceptables, et c'est notre choix d'un point de vue démocratique, mais aussi d'un point de vue rationnel vis-à-vis de la situation économique.